Donc merci d'être venu pour la première soirée que nous organisons ici dans cette salle, côté Lèze, à côté du Palais des Sports. On démarre le cycle avec Mélanie Pigot qui va nous parler du jardin des simples, qui va nous présenter comment utiliser les plantes de mon jardin. Mais c'est le début d'un cycle, c'est pas une fois unique. Donc il va y avoir d'autres actions, d'autres activités, pas que les conférences d'ailleurs, hein, des ateliers aussi, autour de cette thématique. Et puis on reprendra aussi très certainement ici, dans ce lieu, les soirées autour du jeu, la deuxième thématique de l'année qui porte sur le jeu. Donc cette année on a deux thématiques dans nos soirées sciences, art, société, les simples et les plantes avec Mélanie, entre autres, et le jeu, d'une manière générale. Voilà. J'ai envie de dire un petit mot, alors pas sur Mélanie, vous allez là, elle va se présenter là, qui est herboriste, c'est ça, praticienne en herboristerie, donc qui va vous parler de la manière d'utiliser les plantes et qui va organiser des ateliers dans l'association, pas mal d'activités autour de tout ça. Mais si vous avez des questions vraiment pratico-pratiques sur quand est-ce qu'on plante, comment on plante, qu'est-ce qu'on fait, nous avons la chance d'avoir ce soir M. Fabrice Parisi qui produit sur la commune de Castelnau des plantes aromatiques et médicinales et qui pourra répondre aussi à vos questions. Voilà, merci. Merci Chantal. Donc bonsoir à tous. Je m'appelle Mélanie Pigot, donc je suis praticienne en herboristerie et je développe depuis avril dernier une activité de conseil en cabinet sur Castelnau-le-Lez en face du Chiasma. Alors sur l'invitation de l'association Connaissance et Partage, je vous ai préparé ce soir une conférence sur comment utiliser les plantes de mon jardin. Du coup, on va découvrir ensemble les usages de 5 plantes couramment cultivées dans nos jardins méditerranéens. On verra un petit peu de botanique, quelques règles de cueillette, un peu d'histoire, les usages de ces plantes pour soulager les maux du quotidien et quelques recettes. Donc j'ai choisi les 5 plantes suivantes, le romarin, le laurier noble, le thym vulgaire, la sauge officinale et la lavande vrille. Avant de commencer, je voulais attirer votre attention en fait sur quelques points. Donc sera présentée la cueillette au jardin et non la cueillette à l'état sauvage dans la nature où il y a des règles différentes et un peu plus étoffées que ce qu'on va voir ce soir. Ensuite, toutes les plantes dont on va parler, la présentation de leurs propriétés, leurs indications et les précautions d'emploi, ça va seulement concerner soit les plantes fraîches, soit les plantes sèches en l'état, ou des parties de plantes qui vont être transformées en remèdes domestiques. Donc on ne parlera pas des extraits secs standardisés de poudre de plantes, des huiles essentielles ou des compléments alimentaires. Voilà. Aussi, je voulais attirer votre attention sur les chémotypes des plantes. Qu'est-ce qu'un chémotype ? C'est en fait une substance chimique qui est majoritaire dans une partie de plante. Et ça va donner en fait une orientation thérapeutique à la plante. Donc ce principe actif principal appelé chémotype, il peut être déterminé par la famille des plantes, leur genre, l'espèce, aussi la sous-espèce, la variété, mais aussi en fonction du terroir de la plante.
Donc ça peut être en fonction de la nature des sols et en fonction de l'ensoleillement. Ce qui va être ici important pour vous dans vos choix de plantation, c'est de choisir des plantes médicinales avec un professionnel qui pourra vous renseigner du coup sur les genres, espèces, variétés et éventuellement les chémotypes des plantes que vous mettrez dans votre jardin. Tout ça afin d'éviter des mésusages. Et évidemment, c'est une présentation qui est à titre informatif. Elle ne remplace en aucun cas l'avis et les prescriptions de votre professionnel de santé. Du coup, on démarre tout de suite avec la première des plantes qu'on va voir ce soir, donc le romarin, le genre Rosmarinus, l'espèce officinalis de la famille des Lamiaceae. Donc il a aussi d'autres noms, le romarin, on peut l'appeler herbe-couronne, herbe-troubadour, encensier, arbre de Marie, rose marine, rose des marins. Ça va être un arbrisseau touffu qui est vert toute l'année, très rameux, qui pousse spontanément en garrigue, qui ne tolère pas l'excès d'humidité et qui aime le plein soleil et qui résiste à une température de moins 20 degrés. Donc on va commencer par un petit peu de botanique, puisque avant n'importe quelle cueillette, même la cueillette au jardin, ce qui est important, ça va être de pouvoir identifier la plante. Donc reconnaître le romarin, on va commencer par ses feuilles. On voit que les feuilles sont coriaces, de forme lancéolée. Les bords des feuilles sont enroulés, que la face inférieure est blanchâtre, la face supérieure des feuilles sont d'un vert vernissé. Ensuite, sur les feuilles, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Elles sont linéaires, coriaces. Voilà. Après, si on passe au niveau des fleurs, donc elles sont hermaphrodites. Chez les Lamiaceae, concernant la corolle, c'est l'ensemble des pétales. On a 5 pétales qui sont soudés. Là, la fleur du romarin est en cloche bilabiée. Ici, la lèvre supérieure, en fait, ce sont 2 pétales soudés légèrement bifides. Et la lèvre inférieure, ici, est séparée en 3 lobes. On a aussi des étamines qui sont ici, là on les voit superposées. Sur la photo en haut qui est de 3/4, on les voit un petit peu mieux. Elles sont grandes en fait et elles dépassent le bord supérieur de la corolle. Donc voilà pour la botanique de façon succincte au sujet du romarin. Un petit peu d'histoire maintenant. Très apprécié des anciens, le romarin n'a pourtant joué pour eux qu'un rôle mineur dans la médecine. Il est associé à un nombre de rites funéraires égyptiens et grecs. Il permettait en fait d'accompagner le défunt dans l'au-delà, c'était un gage d'immortalité. Le romarin, les Romains le portaient en couronne, d'où son nom herbe à la couronne, pour les décès, les mariages, mais aussi pour favoriser l'intellect des étudiants. En tant que simple, c'est surtout le Moyen-Âge qui lui reconnaît ses vertus médicinales. On en fait un grand usage, et notamment de la très célèbre recette de l'eau de Hongrie. Donc je vous ai mis sur la gauche une recette qui est issue d'une revue d'histoire de la pharmacie de 1918. Donc à l'origine, l'eau de Hongrie, c'était un alcoolat de romarin. Alors ce qu'on appelait alcoolat de romarin, c'était en fait une macération de romarin dans de l'esprit de vin. Et l'esprit de vin, c'était de l'éthanol issu de la distillation du vin. Donc cette recette a été créée en 1370 en fait pour l'épouse du roi Charles Robert de Hongrie, Élisabeth de Pologne. La reine de Hongrie en fit un usage intensif par voie interne et externe.
tout au long de sa vie. Et la légende raconte que cette eau merveilleuse l'aida à conserver sa beauté et lui permit aussi de demander en mariage un prince de Pologne alors qu'elle était âgée de 72 ans. Évidemment, la légende est un petit peu incorrecte. La confusion serait due en fait lorsque son fils Louis de Hongrie devint roi de Pologne. En fait, il nomma sa mère régente de Pologne. Donc c'est une erreur sur la personne en fait, l'origine de cette légende. Et malgré tout, cette légende, elle fut reprise à des fins commerciales pour faire rentrer le remède à la cour du roi Louis XIV. La cour pour cette drogue avec un fournisseur montpelliérain attitré. Donc j'ai trouvé en fait sur la droite de la diapo un petit passage qui cite, je cite, donc le sieur Jean-Baptiste d'Aumont qui tenait boutique ouverte à l'enseigne du Messager de Montpellier. Le 14 janvier 1682, d'Aumont avait obtenu de Daquin, premier médecin de Sa Majesté, un brevet qui lui permettant de continuer à Paris et à la cour la vente et la distillation de l'eau de la reine de Hongrie. Donc ça a été une affaire bien menée. Ensuite, on va passer du coup aux propriétés des plantes. Donc pour le romarin, en herboristerie, on va utiliser les sommités fleuries et les feuilles. Elles sont inscrites sur la liste A de la pharmacopée française. Elles sont libérées par décret et autorisées en tant que complément alimentaire. Ces principes actifs principaux, on va avoir des essences, des diterpènes, des flavonoïdes, de l'acide rosmarinique et des tanins. Donc à l'état sauvage, il faut savoir que le romarin est très polymorphe. Il existe plusieurs chémotypes selon l'origine géographique. Donc le chémotype à camphre est surtout originaire de France et d'Espagne, mais on retrouve souvent par contre en culture le chémotype à 1,8 cinéole et alpha-pinène qui lui est originaire du Maroc et de Tunisie. Au fur et à mesure du temps, les jeunes pousses qui contiennent peu de camphre et de verbénone dans leurs feuilles, la quantité augmente au fur et à mesure de la croissance de la feuille. Sinon, on va pouvoir de façon générale les utiliser en tant que tonique digestif et hépatique. Elles vont stimuler la sécrétion de la bile, faciliter l'évacuation de la bile. Elles vont aussi faciliter l'expulsion des gaz intestinaux, stimuler les sécrétions digestives. Du coup, on va l'utiliser lors de troubles digestifs et hépatobiliaires. C'est aussi un bon tonique général. Donc on va l'utiliser quand on a une fatigue chronique, au moment d'une convalescence, suite à des maladies infectieuses ou au stress. On peut aussi l'utiliser en tant que tonique cérébrale, puisqu'elle va stimuler la circulation cérébrale, elle va du coup améliorer la concentration et la mémoire. C'est aussi un tonique cardiaque. Au niveau des affections musculo-squelettiques, elle va être relaxante et antispasmodique. En usage externe seulement, on lui attribuera des propriétés cicatrisantes, antiseptiques, analgésiques de la douleur, astringente, ça veut dire qu'elle va resserrer les tissus et elle est aussi revitalisante. Au sujet des précautions d'emploi, c'est une plante qui est bien tolérée. Cependant, sur des terrains favorables, il y a un risque de déclenchement de crise d'épilepsie si c'est pris à trop fort dosage. C'est à proscrire aussi en cas de calcul biliaire, d'obstruction des voies biliaires et pendant la grossesse. Alors, la cueillette du romarin. Alors, sur cette slide, je vais un peu rentrer dans les détails sur la cueillette et pour les plantes suivantes, ça sera plus rapide puisqu'on aura déjà bien dégrossi les règles de cueillette.
Donc en premier lieu, il va falloir déterminer avec exactitude la plante avant pour des raisons de sécurité et de bon usage de celle-ci. Les cueillettes s'effectuent en zone non polluée et hors du passage des animaux. On récolte par temps sec, plutôt le matin, après évaporation de la rosée, surtout pour un séchage en fait optimal de la plante. On peut utiliser soit ses doigts. Ici, avec le romarin, ça sera quand même mieux et plus simple avec un sécateur. Donc, vous pouvez désinfecter les lames. Il faudra sectionner les tiers supérieurs des rameaux, c'est-à-dire plutôt les parties tendres. Et il faudra laisser sur le pied un tiers ou la moitié des rameaux pour les pollinisateurs, mais aussi pour laisser suffisamment de matière à la plante pour qu'elle puisse se renouveler. Une fois que vous avez sectionné les parties de plantes, vous les entreposez dans votre panier. Si vous êtes parti sur une cueillette de plusieurs plantes, ne mélangez pas les plantes dans le même panier. Voilà, les plantes ne se mélangent pas. Ensuite, vous allez passer au tri. Donc le tri, vous allez mettre ce que vous avez coupé sur un linge blanc et vous allez enlever, si vous pouvez, vous séparer les feuilles et des fleurs. Sinon, de façon générale, vous enlevez les petits parasites, les petits insectes ou les parties de plantes qui sont abîmées. Idéalement, le tri, il se fait dans les 2 heures qui suivent la cueillette. Après, ça va être le séchage. Donc, de façon générale, on ne lave pas les plantes que l'on va faire sécher. Parce qu'ajouter de l'eau, ça va augmenter le risque de moisissure et d'oxydation des plantes. Voilà. L'aération, ça va vraiment être le maître mot du séchage. Donc 2 solutions pour le séchage. Soit vous faites un séchage en bouquet tête en bas, dans un endroit sec et sombre. Si c'est un endroit avec de la lumière, ce que vous pouvez faire, c'est envelopper en fait le bouquet avec un sac en papier que vous perforez. Sinon, on va avoir le séchage à plat. Alors ça peut être sur une clé, sur une cagette retournée avec du papier journal et vous étalez les parties de plantes. Les plantes seront sèches lorsqu'elles feront un bruit de papier au froissement. Bon, généralement, ça prend à peu près 3 semaines. Ensuite, pour conserver vos plantes, donc après le séchage, vous pouvez les émonder, c'est-à-dire séparer les feuilles des fleurs en passant votre main en fait sur la tige. Ensuite, vous stockez vos plantes plutôt dans un papier craft, dans une boîte en métal ou dans une boîte hermétique. Pensez à bien étiqueter vos plantes avec le minimum le nom de votre plante, ensuite le mois et l'année de récolte, puisqu'une plante sèche, ça se conserve 1 an. Il faudra quand même vérifier sur le long cours si vous n'avez pas des petites moisissures ou des petits parasites au fil du temps dans vos plantes. Voilà, et après vous pouvez, si vous voulez aussi, moi j'aime bien avoir un petit carnet de récolte sur lequel je note la date de la récolte ou la date de ma préparation avec la durée de conservation. Comme ça, au fur et à mesure, ça me donne une idée du nombre de plantes que j'ai à surveiller. En suivant, du coup, on va voir les recettes et les usages. Alors, pour les recettes, vous pouvez soit les prendre en photo là directement sur la diapo, sinon vous pourrez les retrouver, je vais les publier en fin de semaine dans l'actualité de mon site internet sagessedesplantes.fr. Donc vous les retrouverez toutes notées dans cet article. Donc, alors, je vous ai mis 2 tisanes. La première toute simple, l'infusion digestive.
donc qui va s'utiliser avec 1 à 2 cuillères à café de feuilles séchées. Vous pouvez en boire jusqu'à 3 tasses entre les repas. Après, je vous ai fait une petite recette, c'est un décocté léger anti-fatigue. Alors, la différence rapide entre une infusion et une décoction. L'infusion, vous allez verser sur votre mélange de plantes ou sur votre plante sèche de l'eau bouillante. Et là, vous recouvrez hors du feu et vous laissez infuser. Une décoction, vous mettez dans de l'eau à température ambiante votre plante et vous la montez en température jusqu'à ébullition. Et après, il y a un temps de décoction plus ou moins long. Donc là, ça va être un décocté léger avec des feuilles de romarin, des feuilles de thym et des feuilles de sauge et 10% aussi d'écorce de citron. Alors le citron, si vous avez l'habitude d'acheter des citrons bio, conservez les écorces, vous les coupez en fines lamelles, vous les faites sécher, comme ça vous pouvez les rajouter dans votre infusion. Le dernier mélange de plantes, il est contre-indiqué en cas de grossesse, allaitement, antécédent de cancer hormonodépendant et calcul biliaire. Après, je vous ai mis une petite recette, c'est une lotion capillaire pour la brillance des cheveux et qui retarde aussi la chute des cheveux. Là, on prendra 10 à 20 branches de romarin qu'on portera à ébullition pendant 15 minutes et qu'on fera infuser toute la nuit à froid. Ensuite, faudra rajouter à l'intérieur du vinaigre de cidre bio et 5 gouttes d'huile essentielle de romarin à cinéole. Alors l'huile essentielle de romarin à cinéole, elle a aussi la propriété de stimuler la pousse des cheveux, mais ici elle va aussi jouer le rôle de conservateur de votre préparation, puisque c'est une lotion, il y a de l'eau. Vous allez pouvoir utiliser cette lotion en après-shampoing, par contre il faudra la rincer en suivant. Je vous ai noté aussi un petit bain anti-rhumatismal. Alors là, ça sera une grosse poignée de feuilles et de romarin dans un pochon en tissu à faire décocter à couvert pendant 20 minutes. Ensuite, vous mettez le tout dans votre bain. Vous rajoutez même le pochon avec les plantes qui finiront d'infuser avec l'eau du bain. Et il faudra penser, il faut prendre un bain bien chaud. Vous rincez après le bain et bien vous couvrir aussi, parce que ça va être un bain du coup réchauffant. La dernière recette que j'ai sélectionnée pour vous concernant le romarin, ça va être un miel solarisé qu'on peut utiliser en bain de bouche, en gargarisme en fait pour les maux de gorge. Donc il faudra au pilon écraser une belle poignée de sommité fleurie. Vous rajoutez du miel liquide de qualité, plutôt du miel foncé. Il faudra remplir le bocal jusqu'au bout et vous le mettez au soleil. Donc on appelle ça, vous le solarisez pendant 3 jours. Ensuite vous le filtrez et vous avez votre préparation pour faire des gargarismes. Micro, voilà. J'espère qu'il est... Je peux parler forcément. Très très fort alors. Hein. Je voulais savoir si on pouvait utiliser du romarin frais. Alors, est-ce qu'on peut utiliser du romarin frais pour les recettes ici citées? Généralement, si je note pas plantes fraîches, c'est que ce sont des plantes sèches, déjà. Voilà. La seule forme galénique où on va utiliser des plantes fraîches, on va la voir plus tard. Enfin, il y a des exceptions, hein. Mais ça va être le macérat huileux de plante, où là, on va attendre 1 à 2 heures que la plante flétrisse et on va la plonger dans l'huile. Généralement, on utilise plutôt les plantes sèches. Après, le romarin, je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous mettiez quelques feuilles dans votre infusion fraîche à la dernière minute, mais c'est vrai que généralement, on utilise plutôt les plantes sèches. Alors, est-ce qu'on peut utiliser des feuilles de romarin fraîches en cuisine?
Du coup, oui, pas de souci. Souvent, déjà, c'est quand même un peu la dose qui fait le poison. Mais là, sur le romarin, il n'y aura pas de souci. Non, mais de façon générale, tout principe actif, si vous le prenez en grande quantité, il y a des effets indésirables. Donc il faut toujours avoir ça en tête. Mais là, on est sur une utilisation traditionnelle en cuisine, il n'y a pas de souci. Mais donc en tisane, c'est bon alors? Est-ce qu'on peut utiliser la plante fraîche en tisane? Ben, ça va dépendre des plantes. Je vous dirais le romarin, c'est ok, un brin comme ça, ok. Mais si vous prenez l'habitude si vous le faites tous les jours, je dirais non. Voilà. Mais pourquoi? Ben, ça va dépendre en fait des principes actifs. Je pense que frais, ils sont quand même beaucoup plus concentrés vu que ce sont des essences. Les plantes méditerranéennes, en fait, il y a beaucoup d'essences à l'intérieur et ce sont des principes actifs qui sont volatiles. Donc ça va être, je pense, la question du dosage ici. Et puis certaines plantes, on le verra ultérieurement, d'ailleurs pour la suivante, il y a certains principes actifs aussi qui se détériorent à la chaleur. Et ça peut être des principes actifs qui peuvent être toxiques. Donc c'est toujours mieux en tout cas c'est plus sécuritaire d'utiliser une plante sèche telle que mentionnée dans la pharmacopée de la façon dont il faut l'utiliser en fait. A contrario, il y a des plantes comme la mélisse ou comme la menthe qui peuvent aussi être utilisées en frais et en tisane. La verveine aussi, c'est top frais. Oui, donc Fabrice Parisi nous disait qu'on pouvait utiliser des plantes fraîches sympas à mettre en tisane, comme la mélisse. La mélisse, oui, qui est sympa en frais parce qu'elle a une odeur, puis un goût, et quand on sait qu'en fait, une fois qu'on l'a séché, il n'y a pas d'odeur, et c'est un peu du mémé, quoi. T'as parlé de quoi? Quelle autre plante? J'ai dit la verveine. Les menthes aussi, on peut les utiliser fraîches, voilà. Après, le romarin ou le thym, c'est quand même bien dépuratif. Toutes les plantes de garrigue sont assez costauds. Ouais. Mais si on prend juste 3 à 5 feuilles, si on en prend moins au lieu de prendre juste toute une... Oui, ça passe, mais c'est pas conventionnel. Quelques feuilles, je vois pas d'inconvénient, mais le problème c'est de façon générale, pour n'importe quelle plante médicinale, on va l'utiliser en cure pendant 3 semaines. Vous n'allez jamais l'utiliser en continu. Si vous voulez renouveler la cure, il faudra faire une fenêtre thérapeutique d'1 semaine. Voilà, il faudra faire une pause d'1 semaine. Tout simplement pour éviter l'accoutumance. Et l'accoutumance, c'est aussi l'augmentation, la nécessité de votre corps d'avoir plus de principes actifs pour que ça fonctionne. Donc si vous voulez que toujours ça fonctionne, s'il y a une plante qui fonctionne bien pour vous, il n'y a pas de souci, mais par contre faites des stops de temps en temps. Voilà. Alors, on va passer du coup au laurier noble. Donc le genre Laurus, l'espèce Nobilis est de la famille des Lauracées. Alors il a d'autres noms comme le laurier sauce, le laurier des Césars, laurier d'Apollon, laurier vrai, laurier franc, laurier des poètes. C'est un arbre aromatique méditerranéen qui peut mesurer de 2 à 20 mètres, qui va préférer les sols frais. Il a un port conique et il a un feuillage toujours vert. Pour reconnaître un petit peu de botanique, du coup, je vais me lever, le laurier noble. Alors, il a des feuilles plutôt simples, vertes, luisantes, et les bords sont dentelés. Ensuite, le laurier noble a cette particularité, enfin, parce qu'on ne l'a pas encore vu, mais c'est un arbre dioïque, c'est-à-dire
que un pied va comporter que des fleurs mâles et un autre pied va comporter que des fleurs femelles. Donc on a des pieds mâles et des pieds femelles. L'organisation des fleurs, elles sont regroupées en petites ombelles et elles ont toutes 4 tépales. On nomme les tépales en botanique quand on n'arrive pas à différencier si ce sont des pétales ou des sépales. Les feuilles sont, je reviens pardon aux feuilles, j'avais oublié de vous dire qu'elles étaient coriaces, persistantes. Et en dernier, on a le fruit qui est une baie comestible, noirâtre à maturité et avec un gros noyau. Pas le noyau. Le noyau, il est toxique. Mais la chair autour, elle est comestible. Mais je vous conseille de pas forcément... ça ne va pas être son utilisation principale, on verra. Donc au niveau de l'histoire, je vous ai mis une photographie en fait d'une sculpture d'Apollon et Daphné de Le Bernin qui est conservée à la galerie Borghese à Rome. C'est une sculpture en fait qui fait référence aux mythologies grecques et romaines tirées des métaphores d'Ovide. Daphné cherche à échapper à Apollon qui lui voue une passion fougueuse. Et ici, on observe la fin de la course d'Apollon et la transformation de la nymphe en laurier au niveau de ses mains pour échapper en fait à son agresseur divin. Aussi par son caractère toujours vert, le laurier est un symbole d'immortalité et il présente aussi une dimension magique. La Pythie de Delphes mâchait des feuilles préalablement à ses divinations. Au Moyen-Âge, c'est une véritable panacée. Il sert à soigner tant la crise de goutte que la migraine, la fièvre, le foie, la rate, le cœur. Petite anecdote aussi, dans les écoles de médecine, les jeunes diplômés étaient couronnés de rameaux feuillés portant des baies. D'où le nom aussi de baccalauréat, baccalauréat qui veut dire baie de laurier. Le laurier perdra de sa superbe à l'époque médiévale, où il sera relégué plutôt au rang de plante condimentaire. Alors, en herboristerie, on va utiliser les feuilles séchées qui ont une odeur aromatique forte au froissement et une saveur plutôt amère. Les feuilles sont inscrites à la pharmacopée française, libérées et autorisées en complément alimentaire. Les principes actifs, ce seront des essences, des lactones sesquiterpéniques et des alcaloïdes. Les propriétés et indications de la feuille. On va pouvoir l'utiliser en tant que tonique digestif. Donc elle va stimuler tout l'appareil digestif, stimuler l'appétit, la sécrétion des sucs gastriques, et elle est utile en cas de digestion lente et ballonnement. Les feuilles sont aussi antioxydantes et antibactériennes. On va l'utiliser en tant que désinfectant pulmonaire, mais aussi en tant que prévention des maladies cardiovasculaires et du diabète de type 2, le diabète sucré. Parce qu'elles ont une action en fait favorable sur le cholestérol total et les triglycérides. C'est une plante aussi qui améliore la mémoire en fumigation. Elle est fébrifuge, c'est-à-dire qu'elle soulage la fièvre. C'est une plante tonique pour les personnes convalescentes et j'ai trouvé aussi un usage traditionnel des feuilles fraîches, là, cette fois-ci, au Maroc, qui sont utilisées en friction sur le cuir chevelu pour éloigner les mouches. On peut utiliser la baie. Hein? Il faudrait essayer sur les moustiques. Pour l'utilisation de la baie, on va l'utiliser en tant qu'antirhumatismal, seulement en usage cutané, donc en massage, pour ses propriétés antalgiques, décongestionnantes et anti-inflammatoires. Les précautions d'emploi.
Alors, la tisane trop fortement dosée peut avoir des effets vomitifs. Il peut y avoir aussi des réactions allergiques à cause de la présence des lactones sesquiterpéniques. Donc chez certaines personnes sensibles, mieux vaut tester, soit en boire un tout petit peu ou faire un test au pli du coude pour savoir s'il n'y a pas une réaction allergique. En l'absence de réaction allergique, au bout de 24-48 heures, vous pouvez utiliser la plante. La cueillette du laurier au jardin. Donc toujours déterminer avec exactitude la plante. Ce qui sera important ici, c'est qu'il ne faut pas cueillir les arbres qui ont été traités avec des insecticides ou des fongicides. On va pouvoir récolter les feuilles toute l'année et les fruits vont se récolter en octobre-novembre. Vous pouvez soit récolter directement les rameaux, les branches, que vous allez faire sécher tête en bas, soit seulement les feuilles, et là, ça sera plutôt un séchage sur des cagettes ou des clés. On évitera l'usage de la feuille fraîche en cuisine ou en infusion, car elle contient un peu d'acide cyanhydrique qui est toxique. Alors, quelques recettes ici. Chez les tisanes, je vous ai noté une infusion digestive, juste avec 3 feuilles séchées. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser cette infusion pour soulager les migraines dues à des embarras gastriques ou hépatiques. Et c'est aussi une tisane qui va faciliter l'apparition des règles si vous la prenez 2 à 3 fois par jour. Je vous ai noté aussi une petite infusion respiratoire. Donc là, on va utiliser des feuilles de laurier noble sèches, des écorces d'orange douce sèches aussi. Alors orange, même chose que le citron. Conservez les écorces de vos oranges bio, coupez-les finement pour les faire sécher et les rajouter à vos infusions. Donc c'est une infusion qu'on va utiliser pour lutter contre les affections respiratoires hivernales. Voilà. Et je vous ai mis du coup la recette de l'huile solarisée des fruits. Donc pour soulager les douleurs rhumatismales et articulaires en massage. Donc c'est une grosse poignée de baignoire fraîche dans un bocal rempli soit d'huile d'olive, soit de tournesol. Vous allez laisser la préparation macérer au soleil pendant 21 jours. Pour stabiliser la préparation, vous allez rajouter 15 gouttes d'huile essentielle ou de vitamine E pour 100 ml de macérat huileux. L'huile essentielle, ici, ça sera la lavande fine. Et c'est une préparation qui va pouvoir se conserver 12 à 24 mois. Une autre utilisation de la feuille fraîche, c'est que vous pouvez l'utiliser pour soulager les torticolis en application sur le cou avec une serviette chaude. Je vous ai mis ensuite une recette d'un bain de bouche pour soulager les aphtes. Donc c'est juste une décoction avec 3 feuilles froissées de laurier. Il faudra la laisser refroidir bien sûr. Et vous pouvez faire avec des bains de bouche prolongés pour soulager les aphtes. On va passer au thym commun, à moins qu'il y ait des questions pour le laurier. Oui. Donc pour le faire sécher, il faut toujours le mettre à l'abri de la lumière? Alors oui, plutôt dans un endroit sec, à l'abri. Alors pour faire sécher les plantes, de façon générale, on l'avait vu au tout départ, mais pour sécher, le maître mot c'est l'aération, mais le séchage plutôt à plat, vous retournez les feuilles de temps en temps, et c'est plutôt en effet dans des endroits secs et sombres. Parce que moi j'ai fait sécher mon laurier, mais il prend du coup une couleur sombre, de plantes séchées très jaune, enfin. Et j'avais un peu de... Généralement, la plante sèche, la feuille de laurier, c'est sec, c'est plutôt vert olive, vous voyez, vert amande, un peu tendre comme ça. Donc soit c'était dans un lieu peut-être un peu trop humide, si la feuille noircit,
souvent il faut quand même retourner les feuilles. Je me demande si, de façon plus courante, les herboristes, on sèche le laurier sur branchage tête en bas, directement sur la branche. Pourquoi tête en bas? Pourquoi pas tête en haut? Pourquoi pas tête en haut? Je pense que c'est pouvoir aussi voilà, poser le suspendre et puis éventuellement pouvoir entourer aussi, si vous n'êtes pas à l'abri de la lumière, avec un papier en craft troué. Il n'y a pas une sorte de sève qui resterait? Pourquoi pas? Je sais pas. Ça, l'histoire de la sève qui resterait... Le principe actif de la plante qui reste un peu plus... Ouais, qui reste tête en bas. Ouais, c'est mieux. Toi, tu fais séchage, Fabrice, toi, tu fais séchage à plat. Et après, je fais en bouquet, je fais de la verveine et du romarin. Verveine et romarin. En bouquet. C'est que du séchage à plat. Mais après, il ne faut pas hésiter, c'est ce que tu disais. Il ne faut pas hésiter vraiment, quand si vous séchez dans une cagette ou sur une grille, à remuer régulièrement pour éviter les problèmes de moisissure et pour garder un maximum de couleur sur la feuille que vous faites sécher. Merci Fabrice. Oui. Le laurier thym et le laurier du Portugal, on peut en faire quelque chose? Non, c'est pas une plante médicinale. Alors il y a peut-être des usages traditionnels, mais je n'en ai pas relevé et il me semble, en fait, c'est pas du tout la même espèce, même pas le même genre. C'est justement parce que peut-être ça ressemble au laurier qu'on l'appelle laurier, mais c'est pas du tout la même famille, pas le même genre, le laurier thym. Le laurier thym, les feuilles ressemblent au laurier noble, mais après ça fait des petites ombelles avec des fruits petits et rouges, comme ça. On le voit dans les parcs beaucoup. De laurier thym. Alors, on va passer au thym commun, le genre Thymus, l'espèce vulgaris de la famille des Lamiacées. Il a d'autres noms comme thym des jardins, barigoule, frigoule, farigoule, pote, thé des bergères. Donc ça est un sous-arbrisseau vivace aromatique de la garrigue qui peut mesurer 20 à 25 cm de haut, qui va préférer les sols bien drainés et rocailleux et qui aime le plein soleil et les temps secs. Donc un petit peu de botanique pour reconnaître le thym vulgaire. Donc ces tiges sont ligneuses, c'est-à-dire les tiges ont du bois. Les feuilles sont vertes, grisâtres, toutes petites, simples, en forme de lance, et on a aussi ici les bords qui sont enroulés. Elles sont aussi, on appelle ça tomenteuses, un peu comme des éponges. Et elles sont coriaces, bien sûr. Les fleurs, donc comme chez les lamiacées, il y a 5 pétales soudés, avec 2 lèvres, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure avec 3 lobes. Les fleurs sont rosées, blanchâtres et sont regroupées en têtes globuleuses au sommet des tiges. Voilà pour la botanique du thym vulgaire. Un petit peu d'histoire. Ici, je vous ai mis juste une photo en fait d'une planche d'herbier de thym. Qui a été récolté entre Agde et Béziers en 1941. Donc la racine du nom pourrait provenir du grec thymos, thymon, signifiant fumée ou parfum, ou de thymus qui veut dire courage, ou thune, immolation par le feu, ou encore de l'égyptien tam, traduisant une plante aromatique qui sert à embaumer les défunts. Donc les Grecs et les Romains l'employaient en bain revigorant, en fumigation sèche pour purifier l'air, en cataplasme et massage pour ses propriétés antitussives, fluidifiantes du sang et toniques gastro-intestinales.
Au Moyen-Âge, on l'a utilisé pour soigner des sciatiques, les douleurs au niveau des reins et des vessies, les coliques, les ballonnements et même la dépression. Mais c'est surtout au début en fait, du XXe siècle qu'on lui reconnaît son action bactéricide sur le bacille de charbon de la typhoïde, puis sur le méningocoque et le staphylocoque. Donc en herboristerie, on va utiliser les tiges fleuries et les feuilles qui ont une odeur caractéristique et une saveur très aromatique et qui sont inscrites à la pharmacopée française, libérées par décret et autorisées en complément alimentaire. Je peux vous demander ce que ça veut dire? Oui, dites-moi. Vous entendez par libérer par décret? Alors, au sujet de la législation des plantes médicinales, on a plusieurs indications ici. Quand on dit qu'elles sont inscrites sur la liste A de la pharmacopée française, vous avez deux listes, la liste A et la liste B. La liste B, ça va être les plantes dont les effets indésirables sont supérieurs aux effets thérapeutiques, donc qui ne sont pas vraiment utilisables. Sinon, la liste A, donc c'est un gros bouquin, la pharmacopée française, beaucoup de données, et c'est d'un point de vue législatif, donc les plantes qui sont reconnues comme ayant des actions thérapeutiques. Alors libérées par décret, il y a en juin 2008, donc il y a un décret qui a été sorti pour 148 plantes qui ont été libérées à la vente du monopole pharmaceutique. C'est pour ça que vous pouvez acheter vos feuilles de laurier à votre supermarché. Vous n'allez pas à la pharmacie demander vos feuilles de laurier. Voilà. Donc il y a des plantes qui sont libérées pour qu'elles puissent être utilisées plus facilement. Ouais. Et autorisé en complément alimentaire, c'est une autre législation. Le complément alimentaire, ça va dépendre aussi de la partie de plante, mais là ce sont les mêmes. Mais il y a une histoire de dosage. Dans un complément alimentaire, vous avez une dose et vous avez toujours des recommandations de dosage inscrites à l'arrière. Voilà, ça c'est la législation sur les plantes médicinales en France. D'autres questions ? J'en étais... Après, j'ai pas fini, hein. Hop, la cueillette. J'ai pas donné les propriétés ? Ouhou ! Alors, pardon. Du coup, alors, pour le thym, ça va être une antibactérienne, une antivirale, une antiparasitaire. On va soulager les affections respiratoires infectieuses hivernales. Elle va être antitussive, antispasmodique, expectorante, c'est-à-dire qu'elle aide à faire sortir le mucus des voies respiratoires. Elle va être décongestionnante, anti-inflammatoire, du coup on va l'utiliser en cas de toux sèche ou toux grasse, en cas de bronchite, infection ORL, rhume des foins, état fébrile, état grippaux et refroidissement. On peut l'utiliser aussi en tant que tonique général et cortico-surrénalien, utile en cas de fatigue chronique, d'anxiété, de stress, de petite insuffisance cardiaque. On l'utilise aussi en tant que bien-être digestif parce qu'elle va être antiseptique, carminative, c'est-à-dire qu'elle facilite l'élimination des gaz, vermifuge, dépurative hépatique. Elle est aussi fébrifuge, donc elle va soulager la fièvre et soulager aussi les affections musculo-squelettiques parce qu'elle a des propriétés myorelaxantes et antispasmodiques. Elle va stimuler l'immunité, ça va être une plante qu'on va utiliser pendant les convalescences aussi, et en tant que tonique printanière et dépurative. En usage externe, elle sera antiseptique, cicatrisante, elle va soulager les douleurs sciatiques et rhumatismales et tonique générale. Au niveau des... Oui ? Oui, j'avais entendu à un moment que, bon, évidemment,
c'est la dose qui fait le poison, ça peut être toxique pour le froid. Oui. Alors, justement, on va passer aux précautions d'emploi et contre-indications pour vous répondre sur le thym. C'est une plante qui est plus ou moins bien tolérée, mais il y a des irritations déjà possibles de la muqueuse intestinale parce qu'elle contient des phénols. Ensuite, on dit de façon générale, donc ça va beaucoup plus loin que ce que je recommande, parce que moi je recommande 3 semaines, pas d'usage supérieur à 3 mois. Elle a potentiellement aussi des interactions avec les médicaments, les traitements antithyroïdiens et les traitements anticoagulants. Il y a des potentiels aussi effets œstroprogestatifs, donc pour les personnes qui ont des antécédents de cancer hormonodépendant, ce n'est pas vraiment conseillé. Et utilisée du coup en cure prolongée sans fenêtre thérapeutique, elle est préjudiciable à votre santé. Donc moi aussi, personnellement, je ne connais pas de personnes qui ont eu de problèmes avec le thym, mais on m'a rapporté en effet des cas de tumeurs bénignes tubulaires du pancréas ou sur des personnes en fait qui boivent tous les jours une infusion de thym. Donc c'est pas une très bonne idée. Il faut l'utiliser juste quand vous en avez besoin. Voilà, pour vous réchauffer l'hiver, c'est une bonne idée. L'anecdote que j'avais, moi, c'était un couvent où des bonnes sœurs avaient des cirrhoses du foie, on pensait qu'elle picolait. Ouais, mais on doit. Ouais. On a une petite tisane de thym tous les jours. Voilà. Et si on suit un traitement justement pour la thyroïde, on ne peut pas du tout prendre du thym ou un peu de temps en temps? Alors, si vous prenez des traitements antithyroïdiens et des traitements anticoagulants, il y a marqué potentielle interaction médicamenteuse. Donc le potentiel est important et aussi c'est la dose qui fait le poison. Généralement, les interactions médicamenteuses, ça ne se passe pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que si vous utilisez de façon ponctuelle ou pendant 3 jours une tisane de thym parce que vous avez un rhume et que vous avez froid, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous l'utilisez en cure prolongée, là vous risquez en effet d'avoir des interactions avec votre médicament. Ça va être soit une augmentation du dosage dans le sang du traitement, parce que vous allez avoir du mal à éliminer le médicament, ou l'inverse. Avec exemple, l'humilpertuis, lui, va accélérer l'excrétion de la pilule, par exemple, et du coup, on appelle ça les bébés millepertuis. Donc, oui, les plantes peuvent avoir des interactions avec des médicaments. De toute façon, les plantes, d'un point de vue dans la définition d'une plante médicinale, c'est une drogue végétale. Donc ça a des actions thérapeutiques. Après, ce qui est bien, je trouve, avec les plantes, c'est que c'est le totum, l'ensemble des principes actifs, qui va avoir une orientation thérapeutique. Donc là, c'est peut-être plus doux, moins ciblé, et ça fait plusieurs actions, comme vous avez pu remarquer. Voilà pour les précautions d'emploi. Oui. On peut utiliser tout type de thym? Alors, je vais en parler. Là, on a vu le thym. Tout ce qu'on a vu là, c'est le thym vulgaire. Oui. Voilà. Après, il y a d'autres espèces, d'autres variétés. Il peut y avoir des chémotypes différents pour le thym. Thymol, tujanol, carvacol, linalol, mais ça va plus rentrer en jeu avec l'utilisation des huiles essentielles. Chez la plante sèche, déjà il faut bien reconnaître votre plante, et sur le thym commun, ça ne va pas trop rentrer en jeu, les chémotypes. Parce que je sens que c'est un rampant celui que j'ai. Je suis pas sûre. Alors là, après... Du coup, ouais, pour le thym commun, vous avez vu, j'ai dit que ça faisait les petites fleurs, elles faisaient des houppes en fait, des petites têtes globuleuses de fleurs. Donc du coup, si c'est le thym commun, vous pouvez aussi le reconnaître comme ça. Donc la première étape, c'est vraiment reconnaître la plante. Oui. Et on peut l'utiliser sans le sécher? De façon, oui, parce que vous allez l'utiliser. Alors,
Utiliser la plante fraîche, le thym, oui, vous pouvez l'utiliser en cuisine. Ah oui, c'est vrai. Et en infusion? En infusion, je préférerais que vous l'utilisiez sèche. On te sauve la vie ce soir. Après, pour la cueillette du thym, il va se récolter toute l'année, puisqu'on va récolter surtout les feuilles, mais on va préférer le récolter au début du printemps, avant la floraison, parce que c'est là où il y aura le plus d'essence dans ces feuilles. Vous allez sectionner les tiers supérieurs des tiges, du coup c'est plutôt la partie verte, et ensuite le tri, le séchage, l'émondage, le conditionnement, l'étiquetage et le stockage. Quelques recettes. Je vous ai mis une tisane hivernale par temps froid. Donc 25 g de plantes par litre d'eau bouillante. Vous pouvez l'utiliser pour soulager les rhumes, les coups de froid, les toux quinteuses, les infections urinaires. Ça améliore aussi les digestions paresseuses. On peut l'utiliser en tant que stimulante intellectuelle. Vous pouvez l'utiliser aussi en cure printanière pendant 15 jours. En tant que dépurative, et en tant que vermifuge, ça sera une tasse à jeun la veille, le jour et le lendemain de la pleine lune. Si vous voulez utiliser le thym comme pour sa propriété tonique, là vous allez doubler le grammage de feuilles de thym. Pour une recette de sirop stop tout, donc là vous allez utiliser le thym avec, donc c'est porté à ébullition, donc c'est une infusion de thym. À parts égales, vous allez rajouter soit du sucre rubio, soit du miel de qualité foncée. Vous allez le porter à ébullition douce jusqu'à obtenir une consistance sirupeuse. Et il faudra le mettre en bouteille à chaud et bien fermé. Ça va se conserver 6 mois au réfrigérateur avant ouverture. Et après ouverture, vous pouvez le consommer pendant 15 jours. Pour une plus longue conservation, vous pouvez rajouter soit de l'alcool, soit des huiles essentielles, mais ça limitera évidemment l'utilisation aux adultes. Je vous ai mis aussi une recette de crème hydratante à l'infusion du coup de thym et de sauge. Donc là, ça se fera au bain-marie. Vous mettez de l'huile végétale de bourrache, des paillettes de cire d'abeille. Hors du feu, vous rajoutez votre infusion de thym et de feuilles de sauge et de la glycérine végétale. Vous pourrez rajouter aussi au choix éventuellement une huile essentielle comme conservateur. Voilà. Et ça va se conserver 2 à 3 mois avant ouverture et après ouverture, ça se conserve au réfrigérateur. C'est quoi la glycérine végétale? C'est un actif cosmétique. Alors après, j'en sais pas plus. Ça passe de quoi? J'en sais pas plus. Enfin, moi, je le vois chez Aromazone, parce que j'y suis aussi 2 jours par semaine pour conseiller sur les huiles essentielles. C'est dans les actifs cosmétiques de la glycérine végétale. Ça se trouve. Vous pouvez les trouver sur internet, les personnes chez Amazon. Vous pouvez le trouver sur internet, sur des sites. C'est une préparation, c'est un principe actif qui s'utilise assez couramment en cosmétique. On peut le rajouter aussi dans les shampoings pour adoucir. Voilà. Bon, là, on passe en cosmétique. J'avoue que je connais moins quand même la cosmétique. On va voir en 4e plante la sauge, du genre Salvia de l'espèce officinalis de la famille des Lamiaceae, qu'on appelle aussi herbe sacrée, thé d'Europe, thé de Grèce, herbe qui sauve, herbe qui guérit, grande sauge, sauge de Catalogne. C'est un sous-arbrisseau aromatique, souvent cultivé, qui est touffu de 50 à 80 cm de haut et qui aime les sols calcaires, pierreux de la région méditerranéenne. Donc un peu de botanique pour reconnaître la sauge.
Donc ces feuilles sont pétiolées, c'est-à-dire qu'il y a à la base, sur la base du pied de la sauge, les feuilles vont être comme ça, avec un petit pétiole. Et plus vous remontez sur la tige, plus les feuilles vont être petites et il va y avoir une absence de pétiole et on dit du coup que les feuilles sont sessiles. Ensuite, le limbe est légèrement denté et les nervures du limbe de la feuille sont ramifiées. Quoi dire de plus sur les feuilles ? Non. Elles sont épaisses au toucher et de teint gris verdâtre. Les fleurs sont composées de 5 pétales soudés. Elles sont regroupées en faux verticilles. Donc là, c'est l'organisation des fleurs sur la tige. Ici. Elles sont comme chez les Lamiacées, ces 5 pétales soudés en 2 lèvres, donc elles sont bilabiées, de couleur violacée. La lèvre supérieure est un petit peu courbée et à l'intérieur de la corolle, il y a un petit anneau de poils. Ça c'est pour reconnaître la plante. Le calice, ici. Alors, le calice, il a 2 lèvres, il est velu et il est parcouru de 17 nervures. Je n'ai pas dans mon jardin. Et s'il y en a 18, c'est pas la bonne. C'est peut-être une variété. La nature est capable de tout. Alors, un petit peu d'histoire. C'est une plante médicinale importante de l'Antiquité au Moyen-Âge. Elle fait partie des plantes dont la culture est recommandée dans les jardins royaux par Charlemagne dans le Capitulaire de Vilis. Selon l'école de médecine de Salerne en Italie, qui est la première école de médecine en Europe au Moyen-Âge, qui a été fondée au IXe siècle, qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Chez les Amérindiens, la plante brûlée en fumigation permettait d'écarter les entités de bas astral et les ondes négatives. Elle était aussi couramment employée lors de la cérémonie de l'Inipi, qui se déroulait sous une hutte de sudation où les feuilles de sauge recouvraient le sol. Du coup, je vais vous lire un petit extrait des paroles du chaman Sioux Black Elk, issu du livre Élan Noir, les rites secrets des Indiens Sioux, un texte recueilli et annoté par Joseph Epes Brown. Donc, je cite, « À ce moment, il fait très chaud dans la loge, mais il est bon de ressentir les qualités purifiantes du feu, de l'air et de l'eau, et de sentir l'odeur de la sauge sacrée. Quand ces pouvoirs ont bien agi sur nous, la porte est ouverte en souvenir du premier âge, celui où nous reçûmes la lumière du grand esprit. » C'est la sauge blanche, c'est pas la même. C'est la sauge... Là, c'était pas notifié, mais je pense que c'était la... Moi, j'ai trouvé que c'était la sauge officinale. Après, il y a plein de sauges. Oui, c'est ce que je dis, oui. Oui. C'est pour les chamans. Ouais, c'était la sauge blanche. D'accord. Moi, j'avais trouvé l'info, la sauge officinale. Ok. Ensuite, au niveau des propriétés, les feuilles sont inscrites sur la liste A de la pharmacopée française, libérées par décret et autorisées en tant que complément alimentaire. Les principes actifs, on va avoir des huiles essentielles, des tanins, des diterpènes, des triterpènes et des flavonoïdes. Pour les propriétés, donc on va l'utiliser en tant que tonique générale et calmante. Elle va être utile en cas de fatigue persistante, d'anémie ou de dystonie neurovégétative.
Ça va être aussi un bon tonique digestif qui va faciliter l'excrétion, l'évacuation de la bile. Elle est aussi antidiarrhéique et antiseptique. Et carminative, donc facilitant l'expulsion des gaz. Elle est utile du coup en cas de troubles digestifs, lenteur digestive, éructation, flatulence, ballonnement, colite, diarrhée. C'est aussi une plante de la femme. Elle a une substance active œstrogénique, la thuione, qui est utile en cas de troubles climatiques lors de la ménopause et post-ménopause, tels que bouffées de chaleur. Mais elle stimule aussi l'ovulation et elle agit aussi sur les règles douloureuses. Elle facilite aussi les contractions lors de l'accouchement pris de façon ponctuelle. Et elle a une action aussi sur les alopécies androgéniques de l'homme et de la femme. On va l'utiliser en voie cutanée pour calmer les inflammations. Elle va être astringente, donc resserrer les tissus, désinfectante, donc utile aussi en cas de maux de bouche ou de gorge. Elle va soulager la douleur et les démangeaisons, réguler les sudations excessives, stimuler l'immunité. Vous pouvez aussi l'utiliser en tant que tonique veineux et c'est une plante de la sexualité. Elle va être aussi euphorisante. Alors, elle a des effets œstrogéniques par surdosage ou en usage prolongé. Elle est contre-indiquée du coup en cas de cancer hormonodépendant et elle est déconseillée aux femmes qui allaitent. Et il y a aussi des risques de convulsions avec les extraits alcooliques utilisés en excès. La cueillette, on va récolter les feuilles au printemps et à l'automne. Vous allez pouvoir sectionner les tiers supérieurs des tiges. Au niveau du séchage, elles ne sont pas faciles à sécher parce que les feuilles sont quand même épaisses. Ça va être un séchage à plat ou en petit bouquet et pendant au moins 4 à 6 semaines. Peut-être que Fabrice t'a... La durée c'est bon, mais après moi, je sèche que la feuille parce que sinon en bouquet c'est trop compliqué. Ouais. C'est un peu comme le laurier en fait, ça va vite noircir et quand je rentre de la sauge dans un sac où il y a même un petit excès d'humidité, voilà, ça va faire moisir rapidement le sac. Et, donc plutôt du coup privilégier la cueillette de la feuille. Voilà, mondé à plat. Mondé c'est effeuillé, voilà ce que Mélanie dit. Voilà. Et séchage à plat. À plat. Avec vraiment très peu d'humidité. C'est hyper compliqué. On peut les poser sur du papier journal, non? Oui, du papier journal. Mais un maximum d'aération. Pas d'essuie. L'essuie-tout, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, aérer un maximum, non, pas du tout, parce que quand même, quand vous l'accueillez, il y a quand même pas mal d'humidité, et l'essuie-tout va absorber l'humidité, et vous restez des moisissures. Alors, quelques recettes. Là, je vous ai noté une tisane, une infusion tonique réconfortante, simplement avec quelques feuilles, 1 à 2 cuillères à café par tasse. Ensuite, on a une décoction première urgence qu'on peut utiliser en bain de siège pour les infections urinaires. Donc, ça sera 250 g de feuilles ou de tiges fleuries dans 2 litres d'eau bouillante. Il faudra laisser infuser 15 minutes à couvert et ça vous pouvez le mettre dans votre bain de siège avant de faire vos ablutions. Et vous pouvez aussi rajouter le mélange directement dans votre bain pour en faire un bain pour soulager vos douleurs rhumatismales. Ensuite, je vous ai mis une recette d'un macérat huileux solarisé multi-usage. Donc là, c'est... Alors, vous allez placer une grosse poignée de tiges fleuries avec de l'huile végétale de tournesol, de l'huile végétale de noisette, de l'huile végétale d'amande douce. Et vous allez le faire solariser pendant 21 jours. Pour conserver la préparation, vous pouvez rajouter pour 100 ml 15 gouttes d'huile essentielle de lavande fine ou de vitamine E. C'est une préparation qui va se conserver 12 à 24 mois. Alors on va l'utiliser parce qu'elle va être calmante et cicatrisante en bain de bouche.
Elle va être désinfectante et cicatrisante des petites plaies et brûlures, apaisante des piqûres d'insectes, des démangeaisons et des coups de soleil. En massage sur le ventre, elle va soulager les règles douloureuses ou les désagréments de la ménopause. En massage sur l'ensemble du corps, elle tonifie et en même temps calme. En massage sur le cuir chevelu, elle va éliminer les pellicules et ralentit la chute des cheveux. Je ne comprends pas pourquoi il faut solariser. Qu'est-ce que ça apporte? En fait, du coup, c'est une... Alors la solarisation, ça sera du coup une cuisson très douce. Enfin, très douce, l'été, ça solarise bien. Ne serait-ce que sur un balcon, voilà. Non, peut-être pas 200, je sais pas. Mais ça doit bien monter. Tu dois ouvrir de la four solaire. Ouais, jusqu'à 200. Ben, disons que voilà, au soleil pendant 21 jours. Après, de temps en temps, il faut ouvrir le bocal pour vérifier qu'il n'y ait pas de moisissure. Il faut changer le bocal de sens un petit peu tous les jours. Il faut remuer votre préparation. Enfin, c'est tout un... Il faut chouchouter vos plantes. Et là, je crois que j'ai tout dit sur le macéramide. On va passer à la dernière plante, la lavande vraie, Lavandula, le genre, l'espèce Angustifolia de la famille des Lamiaceae, qu'on appelle aussi lavande officinale, faunarde, narde d'Italie, garde-robe, lavande commune. Alors la lavande, c'est un genre qui comporte une trentaine d'espèces, de sous-espèces et des hybrides. Lavandula angustifolia, c'est la lavande vraie cultivée. La lavande vraie sauvage, ça sera Lavandula vera. En France, on a aussi, qui pousse sur les terrains granitiques, la lavande papillon, qui est la lavande stoecas. On a aussi Lavandula latifolia, qui est la lavande aspic, qui est plutôt spontanée en garrigue calcaire. Après, on va avoir les hybrides, les lavandins, qui eux ont de nombreux épifloraux, mais qui sont surtout utilisés en parfumerie, mais aussi en huile essentielle. Donc la lavande, elle aime les sols pauvres et secs, caillouteux. Pour s'épanouir, elle apprécie les situations chaudes et ensoleillées, les sols légers et bien drainés. C'est un sous-arbrisseau aromatique, donc spontané ou cultivé, en forme de buisson dense, qui peut atteindre 60 cm à 1 mètre de haut, et qui est originaire de Provence. Donc un petit peu de botanique. Donc ces feuilles sont vert cendré, en forme de lance, linéaire, coriace. On voit aussi que ses bords sont enroulés. A contrario, chez la lavande aspic, les feuilles sont blanches et spatulées au bout. Les rameaux florifères dressés chez Lavandula angustifolia n'ont pas trop de feuilles. Ce qui n'est pas le cas de la lavande papillon qui a, elle, des tiges feuillées. L'inflorescence chez Angustifolia est plutôt lâche, alors que chez la lavande papillon, les épis vont être très compacts et au niveau de la houppe, vous allez avoir des petites bractées stériles. Voilà. Et on la reconnaît tout de suite, la lavande papillon. Donc après, les fleurs ont une corolle bleue. La lavande aspic, les fleurs sont beaucoup plus violettes. Chez Angustifolia aussi, vous avez des petits bractées brun jaunâtres qu'on voit ici. Et les fleurs sont zygomorphes, c'est-à-dire de symétrie axiale, hermaphrodites, et comme chez toutes les Lamiaceae, ces 5 pétales soudés en deux lèvres, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure.
Un petit peu d'histoire. Donc, dans les textes antiques, des mentions relatives à la lavande papillon, Dioscoride, relate ses vertus purificatrices pour éloigner les miasmes, les parasites et pour parfumer le bain. En réalité, l'importance thérapeutique que nous accordons aujourd'hui à la lavande fine et à la lavande aspic est équivalente à celle que fut allouée par les anciens à la lavande papillon, qui est un petit peu plus tombée dans l'oubli aujourd'hui. Au XVIe siècle, le médecin toscan Matthiol, qui semblait-il connaissait l'huile essentielle de lavande, l'indique pour soigner le foie, la rate, l'estomac et comme antispasmodique, et aussi en cas de nervosisme. Comme Lémery qui note plus tard une action aussi de la lavande sur le cerveau et sur les nerfs, Matthiol lève le voile sur l'ensemble des propriétés qui font de la lavande ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un puissant antispasmodique et un régulateur du système nerveux central. Au XVIIIe siècle, en fait, c'est dans le Vaucluse qui comptait les plus belles lavanderies sauvages. Donc on voyait des distillateurs ambulants se rendre sur place, transportant leur alambic à dos de mulet jusqu'au XXe siècle, où ça a été au fur et à mesure remplacé par des usines. Et c'est en ce début de siècle qu'un jeune ingénieur chimiste lyonnais, René Maurice Gadfossé, se brûla la main lors d'un incident en fait, dans son laboratoire. Malgré les soins appropriés apportés à sa blessure, son état empirait. Il a utilisé du coup son intuition, il a badigeonné ses plaies en fait, avec de l'huile essentielle de lavande pour les soigner. Il n'était pas forcément intéressé principalement par les applications des huiles essentielles du côté thérapeutique, mais dans le domaine de la parfumerie plutôt. Mais il avait déjà reconnu en fait ses qualités curatives. Et c'est en ce sens qu'il forgea le terme d'aromathérapie en 1928 et qu'il écrira aussi de nombreux ouvrages sur le sujet, dont le célèbre Aromathérapie, les huiles essentielles, hormones et végétales en 1937. Alors, les fleurs et sommités fleuries ont une saveur amère, une odeur aromatique intense, sont inscrites à la pharmacopée française, libérées et autorisées en complément alimentaire. Les principes actifs principaux, des essences, des dérivés d'acide rosmarinique, des coumarines, des triterpènes, des phytostérols, des tanins, des flavonoïdes. Ses propriétés principales, on va l'utiliser en tant que tonique digestif pour stimuler la sécrétion de la bile, en tant qu'antispasmodique aussi utile en cas de flatulence, indigestion et colite. On l'utilisera aussi en tant que décontractant musculaire, grâce à ses propriétés myorelaxantes, antispasmodiques nerveuses, anti-inflammatoires, antalgiques qui vont être utiles en fait en cas de crampes, contractures et spasmes musculaires. Ça va être aussi une calmante du système nerveux, donc elle va réguler le système nerveux, elle a une action aussi somnifère léger qui va être utile en cas de nervosité, insomnie, maux de tête, état dépressif. C'est aussi une calmante du système cardiovasculaire, c'est une antihypertensive utile un peu en cas de tachycardie. Sur sa voie cutanée, on va l'utiliser en tant qu'adoucissante, antiseptique, raffermissante, cicatrisante, antiprurigineuse et antidémangeaison, et calmante de l'inflammation. Donc la lavande vraie est plutôt bien tolérée, cependant il faut l'éviter le premier trimestre de la grossesse et faire attention au dosage chez les enfants et éviter bien sûr les cures prolongées. Prudence avec la lavande aspic, le chémotype camphré et encore plus avec la lavande papillon qui sont neurotoxiques en fait et abortives et qui sont plutôt réservées aux voies cutanées et respiratoires. La cueillette de la lavande, on va récolter les sommités fleuries à floraison.
à la floraison, au mois de juillet-août. Vous allez pouvoir sectionner les tiers supérieurs des tiges avec un sécateur. Le mieux, ça sera, je pense, le séchage en bouquet tête en bas. Et émondage, conditionnement, étiquetage, stockage. Quelque chose, Fabrice, sur... Parfait. Ensuite, quelques recettes. Donc, chez les tisanes, la tisane calmante, ça sera 1 cuillère à café par tasse d'eau. Donc, pour toutes les tisanes en cure, c'est maximum 3 semaines. Vous pouvez aussi l'utiliser en cas de maux de tête, jusqu'à 3 fois par jour, la tisane. Il y a une recette aussi de décoction anti-poux. Donc là, il faudra faire frémir pendant 15 minutes à couvert des fleurs, 40 grammes. Ensuite, vous pourrez le soir frictionner le cuir chevelu et la chevelure avec l'ensemble, avec la préparation. Vous la laissez poser toute la nuit. Et le lendemain matin, vous lavez les cheveux avec la fin de votre préparation. Est-ce que ça marche à 100%? Normalement, voilà, ça devrait aider à l'élimination des poux. Ensuite, une recette d'un macérat huileux familial. Donc, ça va être des fleurs de lavande, de l'huile végétale de tournesol, de l'huile végétale de noisette, que l'on va faire macérer du coup 21 jours au soleil. On filtre, on rajoute pour chaque 100 ml de macérat huileux, 15 gouttes d'huile essentielle de lavande fine ou de vitamine E. Et c'est une préparation qui, du coup, va se conserver 12 à 24 mois. On l'utilise en massage pour détendre les muscles, sur l'abdomen pour soulager et calmer les spasmes, les flatulences, les coliques, pour calmer les piqûres de moustiques. Elle tonifie aussi la circulation sur les jambes, sur le cuir chevelu, elle ralentit la chute des cheveux. Est-ce que ça marche sur les mythes? Je crois que ça marche sur les mythes. Lesquels mythes? De vêtements, de laine. Les mythes de vêtements, c'est plutôt l'huile essentielle de cèdre d'Atlas. Oui, mais de façon générale, la lavande, pour les mythes, Le bouquet qu'on met dans les armoires. oui. On met dans des petits sachets de lavande. Je pense que c'est plus le côté un peu antiseptique, parfumant. En tout cas, pour les mythes, ce que j'ai comme retour pour les mythes de vêtements, ça sera vraiment l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. Pour les mythes alimentaires, c'est l'huile essentielle de clou de girofle. Voilà, c'est deux, elles sont différentes. Oui. Est-ce qu'on peut mélanger ces plantes pour faire une tisane avec... Ah ben on y vient. Ah ben. Vous vouliez... Le clou de girofle, ça les repousse ou ça les tue? Ça les repousse. Alors si vous pouvez mettre, pas simplement l'huile essentielle, quelques clous de girofle directement en fait, voilà, pour les repousser. Ça repousse aussi les moucherons dans les pots en terre de vos plantes. Maintenant, c'est un répulsif, mais il me semble aussi que ça les tue. Parce qu'en même temps, le clou de girofle, c'est super fort. Mais tout dépend de quel... Si vous mettez juste des clous de girofle, ça va être répulsif. Mais si vous commencez à asperger, mélanger dans une base de parfum, de l'huile essentielle de clous de girofle, là, ça va être très fort quand même. À éviter quand il y a des enfants à la maison, d'ailleurs. Et les chats. Et les chats, c'est toxique. Toutes les huiles essentielles sont toxiques pour les chats. Sauf une, je crois, Ravinsara. J'ai pas cette notion. Peut-être que Ravinsara est pas toxique pour les chats, mais c'est vrai que nous, on conseille aucune huile essentielle pour les chats. Ouais. Pour les chiens, oui, les chevaux aussi, mais pas pour les chats. C'est quel cèdre, l'huile essentielle de cèdre? Cèdre d'Atlas pour les mythes de vêtements et clou de girofle pour les mythes alimentaires.
Et du coup, oui. J'ai des chats, mais est-ce que je peux quand même mettre des clous de girofle dans mes placards? Ah oui, pas de souci. On peut mettre des clous de girofle dans son placard si on a des chats. Oui, pas de souci. Je parlais des huiles essentielles, qui sont très concentrées en actifs. Une petite recette de grand-mère sur le mythe. Ah, faut la reprendre avec ok, je vais répéter ce que tu dis, Chantal. Ouais, une petite recette de grand-mère, c'est de prendre une orange, de la piquer plein de clous de girofle et de l'attacher. Ah, une orange avec piqué dessus des clous de girofle. Ouais. Dans le placard suspendu. Et du coup, pour finir, je vous ai mis une recette avec une forme galinique domestique qu'on n'a pas encore vue, ça veut dire c'est un vinaigre, et qui reprend à peu près les plantes qu'on a vues ce soir. Donc ça va être un vinaigre qui va soulager les douleurs rhumatismales en friction et qui aussi va soulager les piqûres de moustiques. Donc vous allez mettre à macérer pendant 21 jours dans 1 litre de vinaigre de cidre bio. Vous allez à l'abri de la lumière, à dose équivalente, vous allez mettre des fleurs de lavande, des feuilles de thym, des sommités fleuries de romarin, des feuilles de sauge et des feuilles de menthe. Au bout de 21 jours, vous filtrez, vous conservez la préparation dans une bouteille avec un bouchon bien fermé, à l'abri de la lumière, et c'est une préparation qui va se conserver 1 à 2 ans. Là, je vous ai mis mes sources documentaires pour réaliser la conférence de ce soir. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis toujours dispo. Merci. Vous pouvez nous donner le nom de votre site? C'est sagessedesplantes.fr. Tout attaché? Oui. Sinon, j'ai une petite carte ici, si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Oui, dites-moi. J'ai l'habitude de congeler mon persil pour en utiliser de temps en temps. Est-ce que je peux congeler des plantes? Oui. Je pense pas toutes. Les coriaces, ça doit être difficile à... parce que tu vas peut-être m'aider, Fabrice. Je pense que les plantes coriaces, ça doit être difficile à congeler. Les conserver... Les aromatiques, mais après, le thym, romarin, tout ça, je pense, j'ai peur qu'en fait, ils redonnent de l'eau derrière et qu'une fois décongelé, ça fasse plus de la bouillie qu'autre chose, quoi. Non, c'est bon. Ouais. Pour les conserver au frais, au réfrigérateur, vous pouvez les laver et en fait vous les enroulez dans du papier sopalin. Voilà, elle absorbe tout. Vous l'enroulez, voilà, et vous le laissez au fond du réfrigérateur pour les conserver plus longtemps, vos plantes aromatiques. Exemple, coriandre, persil. Surgeler le persil, je suis sûre. Après, le thym, j'ai une hésitation, et Fabrice aussi. Les plantes à grosses feuilles, à feuilles épaisses, ouais, coriaces, comme tu disais tout à l'heure, moi j'éviterais. Ouais, moi aussi, j'éviterais la congélation. Mais la sauge, ça marche bien. La sauge, ça se congèle bien? Ouais, super. Ouais. Alors voilà, on a l'expérience de Chantal qui dit que la sauge, elle a des bons retours sur la sauge congelée. J'avais vu des petits glaçons dans lesquels on mettait des feuilles comme ça, oui. Qui permet, quand on a besoin de la sauge, on met le glaçon, quoi. Dans ces préparations culinaires chaudes, ne serait-ce que pour la conserver comme ça congelée. Ok, c'est intéressant. Ouais, les plantes, il y a des usages tellement différents. Ça c'est pour la cuisine après. Ouais. Vous parlez du vinaigre, là, oui. Vous pouvez mélanger les plantes, mais dans les tisanes. Parce que j'avais une amie qui mélangeait tout le temps plein de plantes, et c'était très très bon à voir. Mais bon,
Alors, après des mélanges de plantes, là on les a vus un peu de façon unitaire. Des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je mettais des recettes avec plusieurs plantes à l'intérieur aussi. Évidemment, on peut faire des mélanges de plantes sèches en tisane. Le tout, il ne faut pas mélanger les orientations, en fait. Bon, ça c'est... Si vous faites une tisane pour la toux, vous n'allez pas mettre des plantes pour la toux. Ah, puis j'ai aussi la digestion. Et puis une plante pour la digestion. Il faut que votre choix de plante, il aille vers une orientation thérapeutique. Soit une infusion digestive, soit une infusion respiratoire. Voilà, on ne peut pas mélanger douleur articulaire, digestion, voilà. Non mais une tisane pour le plaisir, vous mélangez. Oui, vous pouvez mélanger, ça va dépendre le dosage. Hein. Voilà, si vous mettez 2 cuillères à café d'un mélange de plantes par 1 cuillère à café par tasse, il n'y a pas de souci. Plus vous augmentez en grammage, une infusion, c'est thérapeutique, c'est entre 5 grammes de plantes et 20 grammes de plantes par litre d'eau. C'est bon, je crois qu'il y a... Ah, une autre question. En fait, c'est plutôt par rapport à la lavande brève, vous en parlez beaucoup, mais, et vous parlez des moustiques, mais moi j'utilise surtout la lavande aspic contre les piqûres de moustiques et les brûlures. La lavande aspic, oui. Là, du coup, j'ai choisi, il fallait que j'en choisisse une. Donc j'ai choisi la lavande vraie, parce que je trouve que la lavande vraie, on peut l'utiliser de plein de façons. La lavande aspic, c'est seulement une voie cutanée. Mais elle est plus adaptée En effet, elle est plus adaptée pour les brûlures, la cicatrisation, les petites plaies, tout à fait. Mais elle est quand même plus toxique. Oui, c'est voilà. Du coup, là, je préférais vous présenter la lavande vraie, qui a quand même une belle action aussi sur le système nerveux. Qui est aussi antispasmodique. De façon générale, la lavande, elles sont toutes décontractantes musculaires. Bonne soirée.